Bonjour messieurs, dames. Je remercie les organisateurs des conférences du lac de m'accueillir pour faire cette présentation devant vous. Je vais vous détailler à quoi ça correspond. L'art que je vais vous présenter correspond à la zone en rouge que vous avez ici. Je l'ai identifié dans toutes ces régions-là. Donc ça va du nord des Alpes, avec une partie ici des Alpes, après le sud du Massif central, et les Pyrénées et une partie de la Catalogne. On le retrouve aussi en Espagne et au nord du Portugal, dans cette zone-là. Mais il est un peu différent, donc pour l'instant, moi je me contente de parler de celui-là qui a une certaine homogénéité et que je vous présente et qui correspond à ce que j'ai écrit dans mon livre. Ici, vous avez un relevé des pierres à cupules qui se trouvent dans nos régions, dans les Alpes. Donc ici, vous voyez le lac Léman. En vert, tout ce qui est en vert, c'est des pierres à cupules. Donc vous voyez qu'il y en a un peu partout. Et il y a des endroits où il y a des zones beaucoup plus denses que d'autres. En rouge, ce sont des cruciformes. Donc c'est des croix. Et en bleu, ce sont d'autres périodes, donc ça peut être de l'âge du fer c'est un art qui est... Donc ce qui est en vert et en rouge, c'est de l'art schématique, alors que ce qui est en bleu, c'est un art beaucoup plus facile à interpréter. Vous pouvez avoir des hommes en armes, des chevreaux, des bouquetins, des chiens de chasse, des choses comme ça. Donc là, c'est plus facile à interpréter, alors que l'art qu'on va voir là, qui comporte des cupules et des cruciformes et d'autres types de dessins. C'est un art beaucoup moins connu, beaucoup moins étudié, parce que les archéologues ont tendance à se focaliser sur les arts qui sont faciles à interpréter. Et cet art-là, ils ont du mal à le situer dans le temps, ils ont du mal à savoir à quoi ça correspond. Donc ils l'ont un peu délaissé. Ici, vous avez deux exemples de pierres à cupules. Donc le problème des pierres à cupules, quand elles sont dans la nature, c'est d'arriver à différencier des pierres qui sont avec des cupules naturelles, donc comme celle qui est ici. Elle n'est pas très loin, puisqu'en fait, elle est au-dessus de Faverges, au sud d'Anglade exactement, dans la forêt. Mais c'est des cupules naturelles, c'est-à-dire qu'il y en a un peu partout, et elles ne sont pas creusées par l'homme. Alors que ici, vous avez une qui est entre Champagny et Beauzelle, et là, c'est des cupules qui ont été creusées par l'homme. Donc quand on ne connaît pas, on a du mal à différencier les deux, parce qu'il n'y a pas des différences énormes. Mais là, on a un zoom là, sur une cupule, on peut voir comment on s'est fait. Et elles ont été creusées en fait de façon circulaire. Il y a eu un frottement qui a été fait à la fin pour les fignoler. Et ça, c'est une trace qui a été faite par l'homme. Alors que dans d'autres cas, il y en a partout, vous en avez sur toutes les faces, c'est pas vraiment... c'est naturel, quoi. C'est pas fait par l'homme. Ici, on a des exemples de pierres à cupules. Donc vous pouvez avoir des centaines de cupules sur la pierre. Vous avez un relevé ici, où on peut voir que vous avez donc plein de creux. Vous avez des espèces de petites goulottes qui rejoignent les creux. Et vous pouvez avoir ici comme des cruciformes ou des anthropomorphes carrément. Ici, c'est un personnage en fait avec la tête, les bras, les jambes. Et donc c'est ce genre de pierre qu'on étudie. Ici, c'est une autre cupule, donc elles peuvent être remplies de boue ou de feuilles mortes quand on les trouve. Et ici, vous en avez une justement avec une petite goulotte. Et on peut même voir les traces de couleurs. Il y a des traces de couleurs. Et ça serait intéressant que ces couleurs soient étudiées pour savoir si elles sont naturelles ou pas. Donc on voit que la forme là est particulière. Il y a toute une forme un peu en biais avec une goulotte qui continue. Donc l'usage de ces pierres, ça peut être un usage mémoriel, c'est-à-dire que ça peut être
pour se souvenir de faits qui se sont passés pour ces cultures. On est à l'époque, donc on est au néolithique. Donc c'est entre 5000 et 1500 avant Jésus-Christ. Un peu de l'âge du bronze aussi. Donc c'est très ancien, c'est avant l'époque historique. Et donc ça peut être, pour ces cultures, ça peut être un usage mémoriel, ça peut être un usage calendaire, donc pour se repérer dans le temps, c'est-à-dire par rapport à la position de la pierre, par rapport au soleil, ça peut donner des indications pour savoir à quelle saison on est, ça peut avoir cet usage-là. Ça peut être un usage territorial pour marquer un territoire, c'est-à-dire quand on arrive dans un territoire et qu'on tombe sur ces gravures, ben on peut savoir qu'on rencontre des peuples. Et puis un usage spirituel, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a des gravures sur ces pierres, les gens de ces cultures pensaient que les pierres avaient un pouvoir et qu'elles permettaient d'être en contact avec les forces de la nature et avec les déités. Il y a aussi un usage divinatoire, c'est que dans certaines, vous verrez, il y a des grandes goulottes qui descendent tout le long, qui ont été creusées par l'homme, et on pense qu'il pouvait déverser des liquides dans ces goulottes pour peut-être alimenter les forces naturelles, mais aussi peut-être pour faire des présages, en fonction du circuit que prenait l'eau sur ces goulottes. Et un usage alimentaire pour les plus anciennes, parce qu'à l'origine, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que en fait, les légendes qui accompagnaient souvent ces pierres, il y a beaucoup de légendes et d'usages connus qui font que ces pierres étaient utilisées un peu comme des petits mortiers pour écraser des choses. Donc ça pouvait être alimentaire, donc ça pourrait être pour écraser des graines, pour écraser des noisettes, pour écraser différentes choses, des herbes. On pouvait écraser des herbes dedans, les mélanger avec des graines, faire des choses comme ça. Et on pouvait aussi écraser des couleurs, donc préparer des couleurs, c'est pour ça qu'il peut y avoir des colorations sur ces pierres. On pouvait aussi écraser des minéraux, par exemple du cuivre. Dans les mines de cuivre, on retrouve certaines pierres à cupules qui servaient, alors c'est des cupules mobiles dans ce cas-là, c'est des petites pierres avec une seule cupule à l'intérieur, et ça servait pour écraser le minerai, pour trier et récupérer uniquement le minerai qui était intéressant pour après le fondre plus tard. Donc on sait qu'il y a cet usage et qu'il y a probablement un usage alimentaire, c'est qu'à ces époques, les personnes utilisaient beaucoup des graines pour leur alimentation, et ces graines ils les transportaient non préparées, c'est-à-dire qu'elles étaient encore avec leur enveloppe, elles étaient brutes. Et pour des questions de conservation, on ne les transportait pas sous forme de farine, on les transportait en grains, et avec encore l'enveloppe. Donc il fallait les préparer avant de les manger, et donc peut-être que ces cupules, alors dans les villages, dans les huttes qu'ils avaient, ils avaient des outils pour les préparer, mais quand ils étaient en déplacement, soit en déplacement avec leurs troupeaux ou à la chasse ou des choses comme ça, ils avaient besoin de préparer ces aliments, et donc peut-être qu'ils utilisaient ces cupules dans ce but-là. Ce sont des hypothèses. Alors là, pour la datation, on a des exemples ici, deux exemples des régions qui correspondent à ce qu'on évoque. Il y a très peu de datations qui sont produites par les archéologues parce que c'est compliqué, il faut que la pierre soit trouvée dans un contexte archéologique pour pouvoir la dater. Et quand les pierres sont à l'extérieur, sur le sol, on est incapable de les dater. Et si on ne trouve pas une poterie, si on ne trouve pas un morceau de bois dans la terre, on ne sait pas. Donc il y a très peu qui sont datés, mais il y en a quand même quelques-unes. Et ici, dans les régions qui nous intéressent, vous avez l'exemple ici de cette grande dalle. C'est à Aoste. À Aoste, vous avez un musée qui est dédié à toute une zone archéologique. Et c'est un genre de dolmen, c'est des grandes dalles qui couvrent des tombes anciennes. Et sur une de ces dalles, vous avez des centaines de cupules qui sont gravées dessus.
On verra qu'il y en a d'autres à d'autres endroits sur des dolmens. Ça nous permettra de comprendre un peu à quoi elle pouvait servir. Et là, on est donc la tombe correspond à 2100 à 2000 avant Jésus-Christ. Donc on est à la limite, à la fin de l'âge du cuivre du néolithique. Fin du néolithique, c'est période un peu âge du cuivre. Et on rentre, à partir de 2000, on rentre dans l'âge du bronze. Donc on est à la limite. Mais ils pensent que la pierre a pu être en réemploi, donc il se peut que les cupules soient plus anciennes. On n'a pas de preuve. On sait dater à quelle date la tombe, mais on ne sait pas si la pierre est plus ancienne, avec ses gravures. Ici, c'est un autre cas, c'est à côté de Thonon-les-Bains, à Genevrey, vous avez une nécropole néolithique dans laquelle on a trouvé des tombes assistes. Les tombes assistes, c'est des tombes qui sont faites des tombes individuelles, mais il peut y avoir 2 personnes dans chaque tombe, ça peut arriver, hein, elles peuvent être réemployées. Ce sont des petites tombes carrées qui sont bordées par des lauses. Donc vous avez 4 lauses autour, et des fois une lose en dessous et une lose au-dessus. Et dans une de ces tombes, il y a la lose du dessus qui est gravée de cupules et d'autres motifs assez particuliers qui sont difficiles à interpréter. Et là, on sait que ces tombes, elles datent de 4500 à 3300. Donc il y a des dizaines de tombes à cet endroit-là, mais il n'y en a qu'une qui a ce couvercle avec de l'art dessus et qui est gravé. Donc ça nous situe un peu les périodes qu'on voit, c'est-à-dire que généralement c'est entre celles qui sont trouvées dans d'autres pays, c'est entre 5000 et 1000 avant Jésus-Christ. Après, il peut y avoir encore des cupules à des périodes, même à des périodes historiques, mais c'est des usages complètement différents, c'est sur des tombes, c'est sur des choses comme ça, mais c'est des grattages, ça n'a rien à voir avec cet art qui est beaucoup plus ancien. Donc on est en pleine période néolithique, et là on va voir un autre style de gravure, c'est les goulottes. Donc ici on est dans le Tyrol italien. Donc c'est une zone au nord de l'Italie qui faisait partie à l'origine du Tyrol autrichien et qui a été rattachée au moment de la libération de l'Italie, qui a été rattachée à l'Italie. Et vous avez ici donc des cupules et des goulottes, comme on peut voir, qui sont très longues. Hein. Il y a certaines pierres qui ont des goulottes qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres. Ici une autre, qui est dans le canton de Vaud, en Suisse. Et c'est un peu le même principe, avec plus de goulottes, des cupules plus petites et des goulottes, toujours un peu partout. Donc vous avez à peu près autant d'hypothèses sur l'origine de ces pierres qu'il y a de chercheurs. Hein, c'est un peu la complexité qui fait que tout le monde y va de son imagination. Un autre type d'art qu'on trouve sur ces pierres, c'est ce qu'on appelle les pédiformes. Donc vous avez ici comme des pieds qui sont gravés dans la roche. Et vous avez aussi des cupules qui sont sur la même roche. Et ici, vous avez un peu la même chose. Donc celle-ci, elle est en Tessin suisse. Alors le Tessin suisse, c'est une partie de la Suisse qui parle italien, qui est juste au-dessus des Grands Lacs. Et là, on parle italien dans cette zone de la Suisse. Et c'est une des zones où il y a le plus d'art rupestre de ce type-là. Ils ont référencé plus de 2000 pierres actuellement. Ici, c'est plus proche de nous, c'est en Tarentaise, à Moselle. Vous avez la pierre de la Panissière, qui a été trouvée il y a moins de 10 ans, et qui comporte aussi des pédiformes, comme on peut le voir ici. Il y en a un peu partout. On a des formes de pieds, comme ça. Et par contre, il y a une goulotte, mais c'est une goulotte naturelle. Et il y a d'autres gravures qui sont un peu partout, où ils donnent des cupules. Donc celle-là a été trouvée récemment. On va en reparler un peu plus loin dans le... Là, on a encore d'autres types de gravures. Donc on a des gravures cruciformes. Ici, on est dans le Queyras. Le Queyras, c'est un peu plus au sud que Briançon. Donc vous avez Briançon, un peu plus au sud, vous êtes dans le Queyras.
Et ici, il y a une zone très riche en gravure qui est du côté de Ristolat. C'est à côté du village le plus haut de France, hein, même d'Europe, je crois. Et dans ce village, il y avait une mine de cuivre qui était déjà utilisée à l'époque du néolithique. Et on a donc ces gravures avec comme des croix, des croix assez particulières. Hein. Et ici, on voit des anthropomorphes avec les jambes qui sont bien marquées. Donc, et ici, on a ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle des formes arciformes, c'est-à-dire qu'il y a une forme en arc au-dessus de la croix. Et ici, c'est ce qu'on appelle des croix solaires, c'est-à-dire que c'est une croix entourée d'un cercle. Là, c'est plus dans le sud de la partie rouge qu'on a vue, c'est en Ardèche, où on a ces formes en arceaux. On a des gravures en arceaux, et dans le même site, on a des cupules et des cruciformes. Et ça, il y a un chercheur archéologue du sud de la France qui a identifié ces formes-là comme étant des formes d'idoles. Les idoles, c'est des déesses mères, et c'est des choses qui étaient très utilisées au néolithique. Il y a beaucoup de formes d'idoles, et vous pouvez avoir des petites statuettes, des choses comme ça. Il y a des milliers et des milliers de statuettes en Europe qui sont des idoles. Et ils ont interprété ces gravures comme étant des représentations des idoles. Donc, on revient sur des exemples avec des dolmens. Vous avez, alors des dolmens, il n'y en a pas qu'en Bretagne, hein, il y en a partout dans d'autres régions, et notamment beaucoup dans le sud de la France, dans le Languedoc, et dans la partie, la Provence, dans toute la Provence, il y en a même sur la Côte d'Azur, on peut en visiter. Et donc là, vous avez un dolmen. Donc à l'origine, c'était enterré, c'est-à-dire qu'ils avaient mis de la terre et des pierres dessus. Et avec le temps, ces pierres ont disparu et il ne reste plus que la partie qui était en dessous, dans laquelle étaient enterrés les défunts. Et sur cette pierre, vous voyez qu'il y a plein de cupules, comme celle qu'on a vue à Aoste. Et moi, j'en ai référencé plus d'une centaine de cas de pierres de dolmen avec des cupules sur le dessus. Donc on voit qu'il y a peut-être, comme tout à l'heure, on avait vu qu'il y en avait une qui était sur une tombe assiste, une autre sur un dolmen, encore une autre ici sur un dolmen, encore une autre ici où on voit à la fois des cupules et des cruciformes. Là, on est toujours dans les Pyrénées-Orientales. Ces deux-là sont dans les Pyrénées-Orientales. On voit qu'il y a probablement un rapport entre les défunts, les enterrements et les cupules. Et aussi les cruciformes. Par contre, dans nos régions, à part à Aoste, on n'a pas dans les tombes, à part celle qui était sur une tombe assiste, pour les autres, on les trouve dans la nature, donc on ne voit pas de rapport avec ces défunts. Et c'est parce qu'en fait, on pense, moi dans mes hypothèses, on pense que c'est un rapport avec l'âme des morts. Donc ces gravures sont faites pour entrer en contact avec l'âme des morts, et que donc on devait déposer dans ces cupules des aliments ou des liquides qui servaient à entrer en contact avec l'âme des morts. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont trouvés sur des dolmens et d'autres qui sont trouvés dans la nature où il n'y a pas le mort n'est pas là, mais c'est son âme. Voilà, c'est pour se rappeler du mort et interagir avec lui et les déités. L'importance du paysage, donc les paysages sont très importants dans cette culture. Vous avez des exemples ici, un exemple dans les Cévennes, vous voyez ici des gravures. Hein. Ici on a un cruciforme, ici on a un personnage avec des grands pieds, grandes jambes, et une tête en forme de croix. Et vous voyez la position où ça a été gravé, c'est que dans beaucoup de cas, ces gravures sont positionnées dans des endroits, je peux dire magiques, merveilleux. Il y a une recherche particulière par les gens qui gravaient ces pierres d'endroits particulièrement impressionnants. Et alors on pense que soit c'était pour des alignements avec des vallées,
Là, par exemple, ici, on est à peut-être 500 ou 600 mètres au-dessus de la vallée. Ça peut être des alignements avec des monts ou avec des cimes. On a du mal encore à savoir pourquoi il les faisait, mais on sait qu'il y a une recherche particulière dans cet art de lieux spectaculaires et de lieux dominants. Ça pouvait être aussi des lieux qui servaient de surveillance, de points de surveillance pour la chasse ou pour voir qui pénétrait sur le territoire. Ici, la plus connue dans la région, ici, c'est en Maurienne. Vous avez ce qu'on appelle la pierre au pied, que les archéologues locaux, eux, datent de l'âge du fer, en référence à des datations qui ont été faites en Italie. Mais je vous montrerai que ces pédiformes, en fait, sont contemporains des autres types d'art, qui sont les cruciformes ou les pierres à cupules. On va le voir, je vous expliquerai pourquoi. Alors des pédiformes et des cupules, vous en avez dans le monde entier. On en trouve en Inde, on en trouve partout, et des pédiformes aussi. On en trouve en Amérique. Il y en a partout. C'était vraiment, à un moment des cultures humaines, on passe par ce stade de faire des gravures qui utilisent soit des pédiformes, soit des cupules, et qui servent à rencontrer les dieux ou à rencontrer les anciens, les ancêtres. Donc on y passe, c'est pas toujours aux mêmes périodes, mais dans toutes les cultures, on passe par ce stade. C'est un stade d'art schématique qui est très difficile à interpréter parce que penser que ces croix sont des personnages, c'est difficile à comprendre. Là, ici, on est dans le Tessin suisse, ici aussi, et là, on était dans les Cévennes. Donc, vous voyez, il y a quand même plus de 1000 km entre ces différents sites. Alors, on va voir pour les cruciformes, on va parler beaucoup de cruciformes parce que c'est un des arts qui est les plus significatifs et les plus discutés par les chercheurs. Il y a plusieurs types de cruciformes qu'on appelle anthropomorphes. Donc là, on va voir, il y a deux types de cruciformes. Il y a les cruciformes anthropomorphes qu'on va voir ici, et il y a les cruciformes solaires qu'on va voir juste après. Les cruciformes anthropomorphes, donc vous avez des cruciformes simples, ils sont juste des croix où ça peut être avec des bras, parce que à ces périodes-là, le fait que la croix soit bien perpendiculaire, ça n'a pas d'importance pour eux. Et ces croix peuvent être dans tous les sens, c'est-à-dire que vous pouvez en avoir qui ont la tête en bas, qui ont la tête ceux qui sont sur le côté, le sens n'a pas d'importance. La grosse difficulté pour les chercheurs, c'est de savoir est-ce que ces croix sont de période préhistorique, donc du néolithique, ou est-ce que ce sont des croix historiques. Donc, à la fin du XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, il y avait des chercheurs qui pensaient qu'il y en avait qui étaient préhistoriques, et d'autres qui pensaient qu'ils étaient historiques. Et puis à un moment donné, il y a quelques chercheurs qui ont mis au point des méthodes de recherche et qui ont décidé que toutes ces croix étaient historiques. Donc à partir de ce moment-là, ils ont arrêté de faire des recherches sur les cruciformes, puisque c'était historique, donc ça avait beaucoup moins d'intérêt, et ils ont arrêté de chercher. Et avant cela, il y avait des chercheurs, même des prêtres qui étaient chercheurs, qui disaient que non, certaines sont préhistoriques. Donc comment différencier une croix historique d'une croix préhistorique? C'est très compliqué, il n'y a pas de moyen de datation, on n'a pas de croix gravées qui sont trouvées dans des sites datables. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur la façon dont ces croix étaient utilisées. Donc la façon dont elles représentaient. Ce qui est une des caractéristiques des arts de cette période, pas que des cruciformes, hein, c'est que vous avez une répétition. C'est-à-dire que quand ils mettent des cupules, vous pouvez en avoir des centaines, ça peut être des cercles. En Espagne, vous avez beaucoup de pierres avec des cercles, voire des centaines de cercles. Vous pouvez avoir d'autres dessins, d'autres types de dessins, et c'est toujours une grosse quantité. Donc, comme j'ai commencé mes recherches, je suis focalisé sur les cas où, sur les pierres, on avait, comme on va le voir, une grosse quantité de croix.
Alors ce qui était évoqué par les chercheurs, c'est de dire, ben, quand les chrétiens sont arrivés, ils ont christianisé toutes les pierres. Moi, c'est ce que j'ai cru au début de mes recherches. Je me dis oui, effectivement, quand les chrétiens sont arrivés, ils ont mis des croix partout. Mais ce n'est pas ce type de croix qu'ils ont fait. Ils ont plutôt détruit les pierres qui étaient pierres idoles. Donc ils les ont soit réutilisées à leurs besoins. Donc dans ce cas-là, ils ont mis une grosse pierre, une grosse croix ou la statue d'une vierge ou d'un saint sur la pierre. Mais ils ont cassé les pierres, ils ont coupé les arbres, ils ont fait des choses comme ça, mais ils n'ont pas gravé des croix partout. Il n'y a aucune trace historique qui dit effectivement ils ont fait ça à l'époque. Dans tous les récits qu'on peut chercher, ça n'existe pas. Donc pour les différencier, je me suis fié à la façon dont elles étaient gravées, la façon dont elles étaient utilisées, et on va voir d'autres détails. Donc là, on a vu les cruciformes simples, on a ce qu'on appelle les cruciformes cupulés. Donc vous avez des ronds, des petites cupules à chaque bout. Il peut y en avoir 4 comme ici, ou 5, une fois au centre. Il peut y en avoir qu'une pour la tête, c'est très variable. Il n'y a pas de norme à l'époque. Hein. Chacun gravait comme il l'entendait. La norme, c'était le sens que ça avait, mais il n'y avait pas de norme de gravure. Vous avez ici ce qu'on appelle les croix potencées. Donc, les croix anthropomorphes, la particularité, c'est qu'elles sont un peu comme les croix chrétiennes, plus longues, que la barre du haut est plus haute que l'ensemble. Pour les différencier des croix solaires qui, elles, sont à branche égale. Ici, vous avez donc les arciformes qui, par les chercheurs, ont pensé un moment que c'était des arbalètes. Donc ils se sont dit, les arbalètes, c'est historique. Donc c'est des croix historiques. Et en fait, il y a les deux. Il y a des vraies gravures d'arbalètes, ça existe, mais qui sont du Moyen-Âge, mais qui ne sont pas du tout comme celle-là. Et vous avez aussi des croix qui sont beaucoup plus anciennes. Et on peut en trouver en Espagne, dans des grottes, dans des endroits qui n'ont rien de chrétien. Ici, vous avez été plus difficile à croire, c'est les croix sur socle. Donc, moi j'ai longtemps cru que c'était forcément historique, à partir du moment où il y avait un socle. Mais en fait, c'est des jambes, et sur certaines de ces croix, ils ont relié les jambes. Mais ça peut être aussi un cercle, ça peut être une demi-vase, ça peut être un rectangle, ça dépend des cas. Mais il y en a quelques-uns, beaucoup moins que les autres, mais il y a quelques cas qui pourraient être plus anciens. Surtout quand ils sont en contexte avec les autres, bien sûr. Et il y a d'autres cas particuliers, comme ici, c'est ce que j'appelle moi les anthropomorphes à cruciformes jumeaux, c'est-à-dire que vous avez des personnages, là c'est vraiment un anthropomorphe puisqu'il y a les jambes, et ils portent, alors on pourrait penser que c'est les mains, mais comme il y en a plusieurs et qu'il y en a d'autres où les croix sont sur le côté, il y a des petites croix jumelles, et on sait que par exemple dans les Cyclades, il y a des idoles où les idoles sont représentées avec en collier une autre idole avec en forme de croix. Donc on sait qu'il y a ce genre de choses. Donc c'est des cas particuliers. Il y en a, moi j'en ai référencé une vingtaine de cas différents. Je les ai notés. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Et il y a ce qu'on appelle les cruciformes sur naviformes. Donc c'est comme une sorte de bateau. Il y en a en Italie, vous en avez au Portugal aussi, et il y en a avec une forme un peu différente en Bretagne. Là, on a des exemples de croix solaires. Donc ça nous parle plus parce que c'est plus proche des croix qu'on connaît. Donc la croix solaire la plus classique, c'est celle-là avec une croix dans un cercle. Vous avez les svatika, qui ont été détournés pendant la guerre et qui ont détourné ce symbole, qui est un symbole qui date, on en a en Europe de plus de 6000 ans. Il y a plus de 6000 ans, il y avait des svatika qui étaient gravés avec comme des têtes de reptiles ou de grenouilles.
Et on en a à différentes périodes, à l'époque romaine, et même les premiers chrétiens ont utilisé la svatika pour leur usage. Et c'est beaucoup utilisé en Inde et dans d'autres pays, c'est toujours utilisé comme en lien avec les déités. La croix grecque simple, la croix potensée. J'ai repris les noms qui sont utilisés pour les croix aussi chrétiennes, parce que c'est les mêmes formes. D'où la complexité de savoir les dater. L'avantage des croix solaires, c'est qu'on peut les trouver sur des céramiques et on peut les trouver sur des décors. Donc des décors en or, des décors en bronze, des bijoux. Donc là, on peut les dater. Contrairement à l'art rupestre anthropomorphe qui, lui, n'existe que sur les gravures rupestres. Donc, ils sont pas... Et ici, vous avez des croix cantonnées, donc différentes croix cantonnées. C'est des croix avec 4 points. Ça, on pourrait penser que c'est vraiment historique, et pourtant, on en a, ça existe depuis plus de 4000 ans, avant Jésus-Christ. Et là, on a des datations bien nettes. Là, on va faire un petit parcours sur les différentes régions qui composent cet art. Donc vous avez ici, en Italie, cette pierre qui est Piedra del Croci, la pierre des croix, qui est assez intéressante. Vous voyez, il y a des centaines de croix. Donc c'est ça que je définis comme identifiable pour cet art. Parce que quand les croix sont isolées sur des pierres, ça peut être des croix de bornage, ça peut être des croix historiques, on est incapable de faire la différence. Mais quand on a des gravures comme ça, où il y a des centaines de... Et là, on voit, par exemple, on voit comme des jambes, il y a vous voyez, il y a des traits, c'est pas du tout... il y a plusieurs styles mélangés, c'est vraiment caractéristique. Ici, un autre cas, toujours en Italie, là on est dans les Alpes italiennes, ou dans les Apennins. Donc les Apennins, c'est un peu plus bas que les Alpes, c'est le long de la côte méditerranéenne. Et vous avez ce style de croix qui sont gravés un peu dans tous les sens. Ici, là c'est dans le Trentin, donc c'est au nord de l'Italie. Vous avez ce type de croix qui est gravé. Là c'est vertical, c'est sur des surfaces verticales. Donc les cupules sont plutôt sur des surfaces horizontales, sauf celles qui sont sur des menhirs. Il y en a. Et par contre, les cruciformes peuvent être aussi sur des surfaces verticales. Ici, on en a, vous voyez, là dans le Tyrol, donc toujours le Tyrol. Le Tyrol, on vous parlait tout à l'heure, on disait que ça correspondait à une période de la fin du néolithique, âge du cuivre. Ça vous rappelle Otzi, l'homme qui a été trouvé dans les glaces, qui date à peu près de 3005 ou 3000 avant Jésus-Christ. Et cet homme avait une arme en cuivre, il avait un couteau ou une hache en cuivre, et donc dans la région, sa région c'est le Tyrol. C'est la même région où se trouve ce type de gravure. Et il a des tatouages cruciformes. Ça c'est une autre pierre, là qui est en Lombardie, c'est toujours dans le nord de l'Italie. Et vous voyez, il y a un mélange de cupules et de cruciformes. Et cette pierre a été détruite au bulldozer avec l'accord d'un archéologue. Heureusement, un autre archéologue avait fait ce relevé avant. Et pour vous dire qu'ils n'en font pas grand cas. Parce que pour eux, les cupules, ça n'a pas beaucoup de sens. Et les cruciformes, c'est historique, donc on peut se permettre de les détruire sans se poser de questions. Alpes italiennes, alors là, ça vaut le coup de visiter. C'est un chemin qui s'appelle le Sentiero dell'Anima, donc le sentier des âmes. Donc, quand je vous parlais de rapport entre l'âme et ses gravures, là, c'est une légende locale qui a fait qu'on a appelé ce sentier comme ça. Ici, vous avez donc tout le long du sentier, vous voyez, il y a plein de pierres. Et sur toutes ces pierres, vous avez différents types de gravures. Vous avez celle-ci,
où il y a plein de types de croix. Donc vous avez des cantonnés, comme on a vu. Il y a des grilles aussi. Voilà. Donc là, elles ont été repassées en noir pour qu'on les voit sur la photo. Mais naturellement, elles sont comme ça, on les voit à peine. Quand vous passez à côté de pierres comme ça, déjà, généralement, il y a de la mousse dessus ou des feuilles, donc vous ne les voyez pas. Sauf dans les zones où elles sont entretenues pour être visitées, ce qui est le cas ici. Mais même quand elles sont visibles, il faut les voir à certaines heures parce que c'est l'ombre qui permet de les voir. Si vous les voyez en plein soleil, on ne voit rien sur la pierre. Ici, toujours, vous voyez, là, ça peut être comme une sorte de socle, avec des croix cantonnées, des personnages avec des bras et des jambes. Ici, d'autres pierres, ici, avec le sexe qui est indiqué. Alors sur les croix cruciformes, il n'y a jamais de sexe indiqué parce que ça ne peut pas se différencier puisque c'est un trait. Mais sur celles qui ont des jambes, on peut distinguer. Alors quand c'est des hommes, donc c'est cette forme-là. Quand c'est des femmes, c'est généralement un point en dessous, entre les jambes, ou 2 points au niveau de la poitrine. C'est ce qui permet de les différencier. Ce n'est pas toujours le cas. Dans les cruciformes, 95% des cas, il n'y a qu'un signe qui distingue. Mais il y a des cas où on peut faire la différence. Ici, on est dans les Alpes suisses, donc on est dans le Tessin. On a vu qu'il était aussi de langue italienne. Et on a plein d'exemples. Vous voyez des tas de gravures. Alors il y en a qui sont grosses, d'autres qui sont petites. Ici, vous avez des goulottes, toujours des cupules. Ici aussi des gravures où il y a des cupules et des cruciformes. Ici, on voit différents types de cruciformes et des cupules qui peuvent former comme des croix cantonnées ici. Donc on voit, et toujours dans des paysages fabuleux. Alors la particularité de cet art, c'est c'est un art de montagne. Donc dans toutes les vallées où on les trouve, des Alpes aux Pyrénées, c'est toujours au-dessus de 700 mètres généralement, entre 700 et 3000 mètres. Les pédiformes qu'on a vus en Maurienne, ils sont à 2750 mètres. Vous voyez, c'est sur des passages de col ou des passages qui étaient utilisés à l'époque, qui sont peut-être plus utilisés de nos jours, mais c'est que un art de montagne. C'est ce qui fait aussi sa particularité et la difficulté pour aller les trouver. Donc ici, on revient dans les Alpes françaises, on met en parenthèse. Donc vous avez différents exemples. Celui-là, on peut le visiter. Il est indiqué sur les cartes et il est indiqué au niveau de l'Office du tourisme. Il y a un chemin avec des panneaux, donc il faut quand même un peu savoir où il est quand même pour le trouver, parce qu'il est un peu en dehors du chemin, à un orée de forêt, donc il faut savoir où il est. Là, j'ai fait ressortir artificiellement sur ordinateur des cruciformes, vous voyez à quoi ils ressemblent, mais vous avez ici un personnage avec un bouclier, une arme, et vous avez d'autres. Bon, là, il y a une tête qui nous fait penser à nous, une tête de mort, mais à l'époque, on ne sait pas à quoi ça leur faisait penser. Et il y a d'autres types de gravures, et des cruciformes comme ça, il y en a plein, des petits à d'autres endroits. Et celui-là, il y a ce personnage-là qui a les bras vers le bas, qui a peut-être soit un cheval, soit une lance ici, et qui est entouré, vous voyez, toute sa tête est entourée de cupules. Il y a une sorte d'auréole de cupules. Et ça, donc c'est au-dessus c'est à Fesson-sur-Salins, au-dessus de Moutier, entre Moutier et Bozelle. Ici, toujours dans la même région, vous avez ce qu'on appelle la pierre des morts. Alors, il y a plein de légendes sur cette pierre. Et vous avez des cruciformes, donc des cruciformes arciformes ici, qui forment comme comme un arc au-dessus. Il y en a un autre ici. Et puis des cruciformes simples. Il y a plus d'une centaine de cruciformes sur la pierre. Et à moins de 100 mètres, vous avez cette pierre qui est remplie de cupules. Dans le même secteur, sur le même chemin, en pleine nature. Les villages, dans ce coin-là, vous avez 3-4 maisons isolées, c'est plutôt des granges. C'est des granges d'automne, c'est des granges quand on monte à l'alpage, en allant vers l'alpage.
Il y a quelques granges à cet endroit-là, mais ils sont assez loin de l'endroit où il y a ces gravures. Et ici, vous avez un autre cas, c'est donc vous avez une pierre qui a une forme très particulière, et une immense goulotte. Et vous avez donc ici comme un pédiforme, et vous avez des cupules et avec des goulottes, mais qui sont, vous voyez, un peu qui sont en travers, qui rejoignent différentes cupules. C'est très étrange. Et la particularité de cette pierre, c'est qu'elle est au-dessus du vide. Quand je dis au-dessus du vide, c'est pas un vide, c'est quelques mètres. Mais elle est en équilibre sur d'autres pierres, et on peut passer en dessous. Toute cette partie-là est au-dessus du vide. Donc quand vous êtes dessus, vous vous dites, j'espère qu'elle ne va pas basculer. Et donc elle est assez originale, elle est au-dessus de Beauzelle aussi. Elle est entre Beauzelle et Tincave, sur un chemin qui est encore un peu pratiqué, qui permettait à pied de monter de Beauzelle à Tincave. Elle n'est pas directement sur le chemin, il faut connaître, c'est dans un passage à un moment, il y a le chemin qui fait une boucle, et il faut traverser en travers pour la trouver, en pleine forêt. Il y avait peut-être un abri en dessous, à l'époque, qui a peut-être servi d'abri, on ne sait pas, il faudrait qu'il y ait des fouilles pour le savoir. Alors, en parenthèse, justement, pas très loin de ces pierres, de l'autre côté de Beauzelle, il y a eu, depuis 2006, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites sur un site qui s'appelle le Chenet des Pierres. Et le Chenet des Pierres, ça a été... Donc, suite aux fouilles, ils ont pu identifier des abris qui ont servi entre 4005 et 3500 avant Jésus-Christ. Donc, c'est des abris qui étaient utilisés peut-être en saison, on ne sait pas. Et ici, c'est la zone qui a été fouillée. On pense qu'ils avaient peut-être couvert la zone ou fait un usage, mais ils ont trouvé, donc pendant plus de 1000 ans, les gens passaient et habitaient par moment dans cette zone. Ils ont retrouvé du blé, du blé des blés de l'époque. Hein. Ils ont retrouvé des graines, ils ont retrouvé des ustensiles, ils ont trouvé plein de choses. Et là, on peut voir en fait qu'au-dessus de ça, c'est un chaos rocheux comme ça, avec des grandes anfractuosités. Et moi, je pense que c'est ces anfractuosités qui les intéressaient, qui leur servaient d'abri naturel. Donc, lors de leur déplacement, ils pouvaient, sans effort, aller se glisser dans ces anfractuosités pour passer la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur une zone du bac, c'est sous la dent du Villard, une zone qui est à l'ombre en permanence. Donc, c'est pas du tout une zone propice à l'habitat. Habituellement, on n'imagine pas habiter dans cette zone-là. C'est au-dessus du hameau des Moulins. Et ici, donc, on voit où c'est, le hameau des Moulins ici, et Beauzelle est là à peu près. Ici, il y a le lac, un petit lac où on va se baigner, pour ceux qui connaissent. Et donc le Chenet des Pierres est ici. Et cette pierre qu'on a vue tout à l'heure en photo, qui est la pierre de la Panissière, elle se trouve ici à environ 200 mètres du Chenet des Pierres. Dans le même type de paysage, avec un amas rocher qui sont un peu moins importants, mais c'est très proche. Et donc, moi, je suis persuadé que cette pierre a été utilisée, a été créée et utilisée par les mêmes cultures qui avaient utilisé ces abris. Ce qui permet d'avoir quand même un aperçu possible, une hypothèse de date qui nous indique que cette pierre peut correspondre à ces périodes-là. Là, on est dans Maurienne, donc tout à l'heure on était dans la Tarentaise, on en a aussi en bordure du Beaufortin. Ici on est en Maurienne, donc en Maurienne on retrouve la pierre, le pied qu'on avait vu, donc qui est à 2750 mètres dans le Villard. Elle est très connue, celle-là elle est référencée, par contre il faut plusieurs heures de marche pour aller la voir. C'est en très haute montagne, donc il faut être habitué à la marche. Mais par contre, dans la vallée, parce que la particularité de la Maurienne, c'est d'avoir plusieurs époques de gravure. Et donc, il y a beaucoup de chercheurs et d'archéologues qui travaillent sur la Maurienne, qui s'y intéressent, parce que vous avez des gravures de l'âge du fer, de l'âge du bronze.
Et ces gravures sont plus facilement interprétables. Donc vous avez des personnes avec des lances, avec des épées, avec des arcs, ou avec des différents ustensiles. Donc c'est plus facile à dater. Vous avez des chevaux, vous pouvez avoir des chasses, de la chasse avec des chiens, une chasse au bouquetin. Donc ils travaillent beaucoup sur ces gravures-là, et un peu moins sur ces gravures-là, qui connaissent moins, parce qu'ils sont plus difficiles à interpréter, mais qui existent aussi. Et la différence, c'est qu'en tarentaise, on n'a pas ces gravures plus anciennes, donc on peut plus facilement travailler uniquement sur les gravures de ces périodes-là, alors qu'eux se sont focalisés sur les gravures plus tardives. Ici, on a la pierre de Chanteloup, où on voit beaucoup de gravures et des goulottes. Il y a quelques cruciformes, comme on peut voir ici. Ici, c'est un anthropomorphe, on peut le voir là sur cette gravure. On en a aussi au col de la Vanoise, entre les deux vallées, entre la vallée de Tarentaise et la vallée de Maurienne. Ici, donc, je vais revenir sur le Queyras, qu'on a vu un peu tout à l'heure, avec ces types de cruciformes particuliers. Il y a une vingtaine de pierres gravées avec des cruciformes et des cupules. Et c'est là qu'il y a eu ces fameuses études qui ont classé les croix comme historiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, sur certaines de ces pierres, il y a des gravures datées, donc 1650, 1784, qui correspondent, qui ont été. La recherche, c'est une recherche super détaillée, très intéressante, qui nous montre en fait que ces gravures correspondent au moment des guerres de religion, les protestants, ou disons ceux qui n'étaient pas chrétiens, se réfugiaient dans ces régions-là, qui étaient un peu à l'écart, pour se protéger des guerres de religion et pour rejoindre Genève ou l'Allemagne plus tard. Et c'est eux qui ont gravé ces pierres à ces périodes-là, donc à ces dates-là. Et la recherche permet même de retrouver à qui correspondent les initiales. Ils ont été vraiment un travail formidable. Par contre, ils ont fait l'amalgame entre ces dates et ces cruciformes. Et là, on ne voit pas très bien, mais sur cette dalle, ils donnent des couleurs et ils donnent les dates. Et vous voyez, par exemple, le bleu, c'est 16e siècle. Le rouge, c'est 17e. Et celui-là, c'est 17e aussi. Vous voyez? Donc ils ont fait un amalgame, alors que il y a d'autres dalles qui, elles, ne sont pas... Il y a d'autres dalles qui, elles, n'ont pas ces datations, qui ont des croix qui sont beaucoup plus diverses. Et moi, j'ai fait ma propre étude et je démontre dans cette étude qu'il y a une forte probabilité que ces cruciformes soient vraiment de la même époque que celles qu'on a dans les autres régions. Ici, on passe dans le Massif central. Donc, à chaque fois, je vous montre qu'un extrait parce qu'il y en a des centaines dans chaque région. Massif central, donc on a les Cévennes ici. On voit des gravures, vous voyez, toujours dans tous les sens. Hein. Ici, même, elles peuvent être agglomérées. Et vous pouvez avoir aussi des fils de croix qui se suivent les unes les autres. Ici, dans le massif du Carroux, qui est un peu plus au sud, on voit ces croix avec d'autres croix plus particulières, peut-être des idoles ici. Ici aussi, dans le massif du Carroux, on en a même sur des menhirs. Là, donc, on descend encore plus au sud, on arrive dans les Pyrénées orientales. On en a vu qui était sur des dolmens, là c'est le creux de la Falibe, dans les Pyrénées orientales. Vous voyez sur le dolmen, vous avez à la fois des cupules et des gravures de croix. Donc ceux qui ont dit que les croix sont historiques, ils ont dit qu'elles ont été rajoutées après. Forcément, c'est les chrétiens quand ils sont arrivés, ils ont mis des croix dessus. Mais les recherches plus poussées montrent qu'en fait, elles sont contemporaines des cupules et elles ont un sens différent. Ici, vous avez, toujours dans les Pyrénées, où on voit des ronds là, en bas du cruciforme.
et d'autres avec des jambes ici. Ici, pareil, là c'est dans les Pyrénées-Orientales aussi, vous avez là, c'est un extrait, mais c'est toute des gravures sur plus de 100 mètres à peu près, et ce type de gravure sur toute la face de pierre. Et vous en avez d'autres qui sont plus frustes ici, vous voyez des grosses gravures un peu partout. La roche des 48 croix, donc il y a 48 croix sur la roche. Ici, on continue, donc de l'autre côté des Pyrénées, on arrive en Catalogne, et on retrouve ce style de gravure sur des rochers. On peut avoir des cupules, on peut avoir des goulottes, on peut avoir des cruciformes, et on peut avoir des choses un peu plus travaillées. En Espagne, il y a des choses un peu plus travaillées avec des carrés avec une croix au milieu, et des ronds avec une croix au milieu. Et des formes voilà, qui sont peut-être des animaux, on ne sait pas. Et puis là, celle-là qui est très particulière. Alors, Pedra del Sacrifice, il faut savoir que quand les gens du 19e siècle ont commencé à trouver ces pierres, ils ont pensé que les pierres gravures à cupules avec des goulottes étaient celtes. À l'époque, on disait tout ce qui est ancien, c'est celte. Donc ils pensaient que c'était celte et que, comme les Romains avaient dit les Celtes font beaucoup de sacrifices, et ben on s'est dit c'est des pierres sur lesquelles ils font des sacrifices et ils récupèrent le sang dans les rigoles et les cupules. Donc partout où vous irez, c'est toujours marqué encore pierre de sacrifice ou des choses comme ça, c'est que le nom est resté. Et les gens, même dans les guides, vont encore retrouver cette explication-là. Alors qu'on sait que ces pierres sont, pour celles qui sont à cupule qui ont été datées, sont toutes antérieures de 2000 ans avant Jésus-Christ, donc bien antérieures aux Celtes. Là, je vous montre quelques exemples de croix sur des objets datés. Donc ici, dans le sud de l'Italie, vous avez un objet en or, qui est une coupe en or, sur laquelle vous avez une croix cantonnée. C'est une coupe qui date de peut-être de l'an 1000 avant Jésus-Christ à peu près. C'est beaucoup plus ouvragé. On retrouve cette croix. Ici, vous avez deux couteaux, un qui vient justement de Fesson-sur-Salins. C'est là où on a vu la pierre tout à l'heure près de Gozelle, au-dessus de Moutier. C'est au même endroit. Et en fait, c'est sur le pommeau ici, vous avez cette forme dégravée sur chacun des pommeaux. Et on en trouve en Suisse, on en trouve partout qui ont le même motif. C'est au début de l'âge du bronze. Ici, vous avez des bijoux, c'est des épingles qui servent à maintenir les vêtements. Ça a été trouvé dans un col à la limite entre la Suisse et l'Allemagne. Et c'est un col, et dans le col, donc, il y a des personnes qui ont dû perdre la vie, et ils ont trouvé, ou des caches, des fois il y a des caches d'objets. Et ils ont retrouvé donc, ces cruciformes cantonnés, qui datent de l'âge du bronze. Là, c'est des cruciformes de l'âge du fer. À l'âge du fer, donc, on a continué à utiliser les cruciformes. Les cruciformes sont utilisés sur les poteries et sur les céramiques depuis au moins 5 à 6 000 ans avant Jésus-Christ. J'ai référencé des centaines de cas de poteries avec ce genre de... et des idoles aussi qui ont ce type de croix dessus. Et donc là, c'est en Italie, tout ça c'est à l'âge du fer. Et donc c'est des ceintures. On a les mêmes à l'époque Hallstatt en France et en Allemagne. Et ça, c'est des chapeaux d'urnes. Donc on voit qu'en fait, ce motif est utilisé sur les urnes. Et la plupart des céramiques, on les trouve dans les tombes. Donc on pense qu'en fait, ce symbole, c'est le symbole de l'âme. Donc on peut avoir, on a vu tout à l'heure que dans les cruciformes solaires, on pouvait avoir la svatica. Vous en avez qui sont dans cette série-là, qui sont avec des svaticas, et d'autres qui sont avec des croix comme ça cantonnées. Donc en fait, c'est le même sens.
la svatika, la croix cantonnée, d'autres types de croix ont le même sens. Elles sont toutes liées à l'âme, mais elles sont liées aussi à d'autres choses, ça peut être les saisons. Il y a ce côté circulaire des svatikas, ça peut être aussi le cycle, les cycles. Les cultures de ces époques, dès le néolithique, sont basées sur le cycle des saisons, on peut le comprendre. L'été, l'hiver, il y a un cycle qui revient perpétuellement. Cycle du soleil, cycle de la lune, cycle du nombre de mois pour les femmes, et cycle de la vie. C'est-à-dire que vous naissez, vous devenez vieux, jeune, vieux, ainsi de suite, et il y a une renaissance. Donc vous avez, c'est resté en Inde, ils continuent à pratiquer ces religions-là qui croient dans les cycles. Et dès le néolithique, vous avez cette croyance dans les cycles. Donc pour conclure, on voit qu'il y a une certaine unité qui existe entre les gravures des Alpes, du Massif central et des Pyrénées catalanes. On a vu que c'est un style assez homogène. On retrouve à peu près le même style. Il faut savoir que ce style, on ne le retrouve pas partout. C'est uniquement dans cette zone-là. C'est l'ensemble d'avoir ces 4 types de gravures ensemble, ça existe là. Les zones d'altitude de montagne ont été plus souvent privilégiées. Donc on pense que c'est des gens qui faisaient de l'élevage. C'est possiblement en lien avec l'élevage et en partie le début de la métallurgie. Donc il y a beaucoup d'endroits où il y a des mines dans les secteurs où on a retrouvé ces gravures. Et l'association des cupules rigoles, cruciformes et pudiformes est un marqueur de ces cultures. Le positionnement de ces pierres dans le paysage privilégie les alignements donc sur les vallées, les sommets, on peut le constater, mais on peut en trouver qui sont en pleine forêt. Il faut dire que en 4000 ou 6000 ans, il y a des changements de nature qui font qu'à l'endroit où il y avait une forêt, il n'y en avait pas là-bas, ou inversement. Il y avait peut-être une clairière à cet endroit-là, on en trouve beaucoup en pleine forêt. Les différents styles de gravure correspondent probablement à des évolutions des concepts étalés dans le temps. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément, que ce soit les cruciformes ou les goulottes ou les cupules, c'est étalé sur plusieurs milliers d'années. Donc on pense qu'il y en a qui sont peut-être sur la fin de cet usage et d'autres sur le début. Mais on voit qu'il y a une utilisation du même site, du même type de pierre, du même contexte, par toutes ces cultures sur plusieurs milliers d'années. Il y a des pratiques, des modes de vie et des vies similaires dans toutes ces régions. De nombreuses études et analyses complémentaires seront à mener pour comprendre le phénomène. Ces éléments invitent à réétudier l'évolution des cruciformes pendant la protohistoire en Europe, parce que je suis un des rares, il y a encore d'autres régions qui soutiennent ces thèses, de dire que ces pierres sont vraiment du néolithique, mais les chercheurs archéologues, eux, restent bloqués sur des croix qui sont toutes historiques. Les éléments invitent à réétudier donc cette évolution. Nous appelons nos voeux à davantage de recherches collaboratives sur ces questions importantes. J'ai amené quelques ouvrages, si ça intéresse des personnes d'aller plus loin. J'ai des livres là, qui sont disponibles. Donc je vous remercie d'avoir écouté ma présentation.